Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir sur l'émission Camille Montaz. Salut Camille. Salut Sébastien. Alors Camille, je suis content de te recevoir sur l'émission et du coup je pense que tu as plein de choses à nous raconter. J'ai eu la chance de pouvoir écouter un podcast. Tu étais invité et tu parlais de dermatillomanie, tu vois, j'y suis arrivé, sur le podcast Attends, je te raconte. Et du coup, je suis content de pouvoir t'accueillir sur Parlons de votre mental parce que je pense que tu as plein de choses à me raconter. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité et en effet, j'ai hâte d'avoir cet échange avec toi. Je pense qu'on va parler de plein de choses et en effet, en termes de mental, d'anxiété, etc., j'ai des choses à dire. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ? Oui, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, je viens de Grenoble, j'habite en ce moment à Orléans. Et j'ai fait des études de commerce assez classiques et ensuite j'ai travaillé dans la communication et ça fait 5 ans que je suis à mon compte dans la communication et la rédaction web. Et à côté de ça, j'ai lancé donc un projet qui touche la santé mentale, qui s'appelle Possible, qui parle d'un trouble dont du coup j'ai été atteinte pendant 15 ans, qui s'appelle la dermatillomanie. Et ce projet, il prend la forme d'un compte Instagram et d'un livre qui est sorti il y a 1 an. Et il a vraiment pour but de parler de ce trouble, de raconter comment j'ai réussi à m'en sortir et d'autres personnes atteintes. Ok, super. De toute façon, on reviendra un peu sur ton parcours. On va commencer par le traditionnel portrait chinois, si tu es d'accord. Oui, j'ai commencé à y réfléchir, j'ai préparé, j'avoue, j'ai fait la bonne élève. Ah, t'as préparé. Sauf que j'ai changé quelques questions. Camille, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu ? Je pense que je serais le bleu. Parce que j'ai toujours adoré le bleu et je trouve que c'est une couleur qui est assez apaisante et qui se décline en plus dans toute une palette avec plein de beaux tons intermédiaires. Donc ouais, je pense que je serais le bleu. Si tu étais un livre, lequel choisirais-tu ? Alors là, c'est vraiment la question super dure pour moi parce que j'adore lire et je lis énormément. Et pour en choisir un, honnêtement, c'est impossible. Donc j'ai plus réfléchi au livre qui m'a le plus marqué récemment, qui est Dans la forêt de Jane Egland. Je sais pas si tu connais ce livre. Pas du tout. Ça parle de quoi ? C'est un livre vraiment génial c'est une dystopie, donc une anticipation d'un futur proche ou pas, mais qui du coup là est très réaliste, où on voit des gens qui vivent dans une modernité qui ressemble à la nôtre et qui du jour au lendemain n'ont plus d'électricité, d'énergie, etc. et qui doivent revivre de manière simple, entre guillemets. Et on suit 2 sœurs qui habitent proche d'une forêt et qui vont réapprendre à observer la nature, à la comprendre, à se nourrir avec ce qu'elle nous donne, à utiliser les plantes. Enfin, c'est vraiment magique, magnifique. J'ai adoré ce livre. Bon, c'est vrai que ça peut être d'actualité. Effectivement. Si tu devais choisir un moment de la journée, quel moment de la journée choisirais-tu ? Sans hésiter, l'aube, parce que vraiment j'adore les couleurs du lever du jour, et un peu je trouve que c'est vraiment un moment suspendu, ce moment où la journée commence, on a l'impression que tout est possible, et j'adore quand je peux, même si malheureusement je suis pas trop du matin, mais j'adore me lever tôt et aller marcher et voir le soleil se lever, vraiment c'est mon moment préféré. Ah, c'est vrai que c'est chouette d'être dès l'aube au lever du soleil. Après les couchers, c'est sympa aussi, mais c'est vrai que c'est différent. Ouais. C'est différent. Tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu ? Je pense que je serais la curiosité, parce que pour moi c'est vraiment à la base de tout et finalement toutes les autres qualités peuvent être un peu inclus dans celle-là. Parce que la curiosité, elle va vraiment nous permettre de nous intéresser aux autres, de découvrir des choses, de se nourrir,
de cultiver la tolérance. Enfin, voilà, ce serait vraiment la curiosité. Ok, ça me va. Moi aussi, je suis curieux. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. Ou alors quand je comprends pas quelque chose, j'ai la curiosité d'aller vraiment chercher à savoir comment ça comprend. C'est presque une fixation des fois de comprendre le mécanisme. Si tu étais une citation, laquelle serais-tu? Pas facile. Une citation. Je pense que je sais pas si c'est une citation, mais c'est plutôt un mantra un peu. Ce serait rien n'arrive par hasard. J'aime bien me répéter ça parce que je trouve que ça donne du sens aux choses et je suis intimement persuadée que tout ce qui nous arrive nous permet d'apprendre. Et voilà, j'aime bien être dans cette mentalité parce que ça me rend pas défaitiste. J'essaie au contraire d'aller de l'avant et de me dire que voilà, si c'est arrivé, c'est que je dois en tirer une leçon. En plus, c'est la journée du sens aujourd'hui. C'est pas bien. Ouais. Si tu étais un podcast, lequel serais-tu? Pas préparé celle-là. Je pense que je serais le podcast de Slate qui s'appelle Transfert. Je sais pas si t'écoutes. C'est vraiment génial. Je pense que c'est l'un des seuls podcasts. J'en écoute énormément, mais j'écoute plein de podcasts différents et voilà, selon mes envies, je choisis un épisode plutôt qu'un autre. Mais Transfert, c'est vraiment le seul où depuis le début, j'ai écouté tous les épisodes et j'adore. En fait, c'est des histoires de vie de gens comme toi et moi, à qui il est arrivé souvent des choses assez insolites et qui racontent comme tu pourrais les entendre en allant au bar avec eux ou quoi. Enfin, vraiment, j'adore ce podcast. Ouais, ça me fait penser un peu à un podcast qui parle de gens un peu inspirants qui s'appelle Les Merveilles. Ah, je connais pas. J'irai découvrir. Voilà, Les Merveilles de Valérie Buisson. Super. Alors, si tu étais une musique, quelle musique serais-tu? Pas facile une musique. J'hésite entre une musique soit très entraînante, très enjouée, ou en ce moment j'écoute beaucoup Sofiane Pamart et j'adore en fait ses airs de piano. Je sais pas si tu connais. Oui, ouais, le piano, kiff. Voilà, je serais plutôt une des musiques de Sofiane Pamart que j'écoute beaucoup en ce moment parce que je sais pas, ça me fait du bien mentalement et c'est toujours beau ces airs donc ouais, c'est ça. Parfait. Si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Alors ça, sans hésiter, je serais un chat. Parce que j'ai toujours eu des chats et là, j'ai un bébé chat depuis quelques mois et vraiment, quand je la vois vivre, je me dis, mais sa vie, c'est incroyable, quoi. Parce elle est là à chercher le soleil, le meilleur endroit de l'appart pour se poser. Elle est calme, elle est tranquille, elle joue. Enfin, ouais, je suis vraiment un chat. Bon, la vie de chat. Allez, encore deux petites. Si tu étais un mot, quel mot serais-tu? Alors ça, j'avais préparé et je trouve ça hyper dur. Surtout que j'adore les mots, j'adore écrire. Enfin, c'est impossible de choisir un mot. Le seul truc, c'est que j'adore les mots qui ont une sonorité un peu particulière et qui nous emmènent un peu dans une réalité. Tu vois, je trouve que il y a des mots comme biscuit. Je trouve que quand t'entends ce mot, il sonne un peu l'enfance, je sais pas, le confort, la réassurance. Donc je pense que je choisirais un mot comme ça. En plus, je le trouve marrant, biscuit. Voilà. Ok. Allez, et une petite dernière. Si tu étais une activité sportive, quelle activité sportive serais-tu? Je serais le ski, je pense, parce que en tant que bonne Savoyarde, j'ai commencé le ski très jeune et j'en fais beaucoup. Et je trouve que ça apporte des sensations juste incroyables, de vitesse. Enfin, c'est vraiment une méditation active et en plus dans des paysages de montagne magnifiques. Donc, rien que quand on est sur un télésiège, en fait, on voyage et on peut regarder comme une carte postale devant nous. Donc, ouais, clairement, je pense que je serais le ski. Bon, super. Merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. Ça m'a permis de te découvrir un petit peu mieux. Et on va revenir tout de suite sur ton parcours. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui, avec plaisir. Alors, par quoi commencer? Donc moi, j'ai fait des études assez classiques. Enfin, disons qu'au lycée, je savais pas trop quoi faire et je me suis orientée vers une filière assez générale. Donc j'ai fait une prépa HEC et ensuite j'ai passé les concours pour les écoles de commerce et j'ai fait mon école à Lyon, donc à l'EM Lyon. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un double diplôme avec Sciences Po Lyon en communication. Et après, j'ai enchaîné des stages et un premier job dans la communication à Paris. Mais voilà, ça a duré que 2 ans parce que je me suis vite rendu compte que j'avais envie d'autre chose et que j'aimais pas forcément travailler en entreprise. Donc, je me suis lancée à mon compte.
Et là, ça fait 5 ans et ça me plaît vraiment d'avoir cette liberté dans mon travail, de pouvoir être sur plein de projets différents, etc. Et c'est aussi en me lançant à mon compte en tant que freelance, en aidant des entreprises à communiquer, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un sujet sur lequel il fallait communiquer parce que personne ne le faisait. C'était la dermatillomanie, donc le trouble dont j'ai souffert. Parce que c'est vraiment un trouble qui est très peu connu. En France, quasiment personne n'en parle. C'est un peu plus connu dans les pays anglo-saxons sous le terme skin picking. Mais je me suis dit, voilà, j'ai énormément travaillé sur moi pour m'en sortir et j'ai envie de partager à mon tour tout ce que j'ai appris. Donc c'est pour ça qu'en février 2019, j'ai lancé le compte Instagram Possible, qui aujourd'hui rassemble plus de 20 000 personnes et c'est juste incroyable. J'aurais jamais pensé qu'autant de personnes pouvaient être intéressées et que ça pourrait aider autant de personnes. Et c'est un projet qui a donné lieu à plein de choses, à beaucoup d'échanges, beaucoup de des retours de personnes qui me disaient que ça leur faisait tellement de bien de pouvoir mettre des mots MOTS sur des mots MAUX et de pouvoir ne pas se sentir seul parce que c'est vraiment un trouble où en fait on se dit facilement qu'on est folle, qu'on est seul, qu'on est bizarre alors que non. Et ce projet a donné lieu à mon livre qui est sorti en juin 2021 et qui retrace vraiment tout mon parcours de guérison, ce que j'ai compris sur ce trouble et la manière dont je m'en suis sortie. Donc voilà, aujourd'hui un peu toutes les grands axes de ma vie professionnelle, c'est vraiment cette activité en freelance, le développement de possible et voilà, et sûrement d'autres projets à venir. Justement, tu parles de développement possible. Si je te dis rendre possible impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours? Clairement oui. J'avais fait tout un brainstorming pour trouver le nom de ce projet et c'est vrai que possible avec le mot pot dedans, mais qui inclut cette notion d'espoir, de croire que on va pouvoir aller mieux. Pour moi, c'était hyper important. Donc clairement, rendre possible l'impossible, ça me parle beaucoup et je suis persuadée que tout le monde en fait peut franchir des montagnes avec de la régularité et de l'envie. Presque le mot, on pourrait l'enlever, ce mot impossible. On peut dire impossible, simplement. Ouais. Et puis c'est souvent des barrières soit qu'on s'impose finalement, soit c'est des barrières qu'on projette. Donc, mais bon, après, je pense qu'il y a toujours moyen d'aller tendre vers l'objectif, même si on l'atteint pas parfaitement à des moments. Je pense qu'on peut s'en rapprocher très près, quoi. Ouais, complètement. Et surtout, je trouve que parfois, il faut avoir l'information, en fait, parce que c'est bien beau de vouloir aller mieux, de vouloir mettre en place des choses, mais quand on sait pas vraiment ce qui nous arrive, quand on comprend pas, quand on sait pas par où commencer, en fait, on peut vite être bloqué, quoi. Et c'est vrai que le but avec ce projet possible, c'était ça aussi, c'était de donner des pistes aux gens, de leur permettre de se comprendre, s'observer, s'analyser. Et pour moi, c'est la première étape indispensable. Effectivement, informer, puis aussi être bien entouré, important. Ouais, complètement. Alors, on va parler un peu de mental, puisque c'est le sujet du podcast. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, quelle définition tu pourrais y mettre dessus? Pas facile. Ça m'apparaît comme quelque chose d'assez flou, assez fouillis, avec plein de choses dedans. Je pense que le mental, c'est autant quelque chose de merveilleux que quelque chose de terrible. Parce que on peut aussi se créer notre propre enfer avec nos pensées et ça a été mon cas. Mais ça peut aussi nous ouvrir des portes incroyables parce que quand on voit tous ces travaux sur la visualisation, sur les pouvoirs des pensées positives, et je crois beaucoup à ça. Je pense que le mental, c'est à double tranchant et qu'on est un peu les responsables de notre équilibre. Et c'est un travail sûrement d'une vie, quoi. Je le vois vraiment comme ça. Oui, tout à fait. Tu parles de visualisation. Du coup, ça fait partie, en tout cas, des outils de préparation mentale que tu utilises, la visualisation. Est-ce que tu en as d'autres aussi? Ouais, la visualisation, ça m'a énormément aidée par rapport à la dermatillomanie. Parce que d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas décrit ce trouble, mais c'est un trouble anxieux qui touche la peau. On va tout le temps triturer, gratter les irrégularités qu'on voit ou qu'on sent sur sa peau. Donc que ce soit des boutons, des croûtes, des points noirs, des peaux mortes, etc. Et c'est vrai que pour m'en sortir, j'ai beaucoup utilisé la visualisation dans le sens visualiser ma peau lisse et sans irrégularité et visualiser aussi ma vie sans la dermatillomanie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais travaillé en thérapie. J'avais écrit comment je me sentirais si j'avais pas ce trouble, vraiment ce sentiment de liberté, de pas être assujettie au maquillage, au fait de devoir me cacher, etc. Et m'accrocher à ces pensées-là de visualisation, ça m'a vraiment énormément aidée. J'ai l'impression que ça a contribué à créer cette réalité. Et au quotidien, c'est vraiment quelque chose que j'utilise pour mes projets. Quand j'ai envie de faire quelque chose,
je me visualise, par exemple, là, je te disais que j'ai envie de lancer un podcast. Ben voilà, je visualise tout ce qui a trait à ce projet. Donc, je me vois en train d'enregistrer un podcast, en train de monter l'épisode, enfin, comme si ça allait arriver et j'en étais persuadée, quoi. Donc, ça m'aide. Ouais, c'est une projection, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est un outil que je conseille vraiment. Hein. C'est souvent on l'appelle la visualisation mentale de la réussite. Peut-être que je pourrais le mettre dans le descriptif de l'épisode, mais c'est un petit exercice qui consiste tout simplement à visualiser l'objectif vers lequel on veut arriver, et ensuite à se visualiser en train de se voir à l'accomplir, et ensuite visualiser toutes les étapes nécessaires à la réalisation de cet objectif-là, et puis du coup à refaire un peu le chemin inverse, un peu comme un film en fait, hein, tout simplement, quoi. Faire le film de sa réussite, et puis et finalement le penser, ça permet de se mettre en action pour le réaliser souvent. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que, en fait, ça rassure parce que c'est comme si on le vivait une première fois dans nos pensées, en fait. Et du coup, on s'en sent plus capable parce qu'on se dit, bah, en fait, oui, voilà, je me vois le faire, donc je vais y arriver. Enfin, moi, j'ai l'impression que je le ressens vraiment comme ça. Ouais, bah, du coup, tu te projettes à le faire en fait, et puis ensuite à réussir à le faire. Donc du coup, ça a un impact positif du coup, sur ta confiance, tout simplement. Ouais, c'est ça. Justement, en parlant de confiance, on va aborder cette question. Est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance naturellement, ou c'est ta confiance, tu la nourris avec le temps? Comment t'as fait pour du coup, aller vers alors, on sait que la confiance aussi, c'est selon les domaines, mais comment tu la nourris, toi, ta confiance? Je pense que non, de base, j'ai pas confiance en moi et je pense que pendant des années, je suis tombée dans l'écueil de faire reposer ma confiance sur des choses extérieures. Donc j'ai toujours été très perfectionniste et je pense que j'ai beaucoup mis ma confiance sur les notes, par exemple à l'école, ou les diplômes que je pouvais avoir. Ou c'était vraiment quelque chose qui était super important pour moi. Et avec du recul, je me suis rendu compte que ça m'avait un peu emprisonnée parce que j'avais pas développé une vraie confiance en moi, même si je sais que ça aide à développer sa confiance en soi. Mais voilà, en fait, si je perdais tous ces trucs-là, j'aurais aussi perdu toute mon estime, entre guillemets, pour moi-même et ma confiance. Donc, c'était pas forcément très sain. Et j'ai aussi beaucoup fait reposer ma confiance en moi sur mon physique, mon apparence physique. Et ça, c'est aussi, ce qui a sûrement déclenché ce trouble aussi de dermatillomanie parce que, en fait, je voulais tellement paraître, de façon lisse et avec un certain idéal que je m'étais fixé qui était pas sain et qui était irréaliste. En fait, tout ce qui pouvait compromettre cette image, ça m'angoissait. Je voulais essayer de supprimer tout ça avec mes grattages de dermatillomanie, alors qu'en fait, forcément, c'était l'inverse qui se produisait. Mais je pense que ça a été un énorme travail de déconstruction pour moi, d'essayer de comprendre que ma confiance en moi, elle reposait pas sur mon apparence et que je pouvais être pas maquillée, pas apprêtée, l'air fatiguée, et en fait avoir quand même confiance en moi parce que en fait j'avais un socle solide de voilà, j'ai de l'humour, j'ai des connaissances, enfin voilà, il y a plein d'autres choses qui me donnent confiance et pas que mon apparence. Mais de toute façon, c'est un travail qui est toujours en cours et je pense pareil, ce sera toute la vie, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que à la base, du coup, ta confiance reposait sur ton apparence extérieure, si j'ai bien compris, et finalement, tu allé chercher ta confiance plutôt sur tes compétences et tes qualités intrinsèques. Ouais, exactement. J'ai essayé de me dire, mais ça, c'est un travail que j'ai aussi fait en thérapie. C'est essayer de voir qu'est-ce qui me caractérise et surtout qu'est-ce que les autres peuvent apprécier en moi. Parce que pendant des années, j'ai eu un peu cette fausse croyance que il fallait que je présente bien en fait pour être avec les autres. Mais c'est complètement débile, hein. Enfin, je le sais très bien parce que moi, je le vois pour mes amis. Enfin, si j'ai une copine un jour qui arrive complètement crevée, pas maquillée ou quoi, ça va pas empêcher le fait que c'est mon amie et que je l'apprécie et que je la trouve géniale. Mais bon, moi, j'ai vraiment dû batailler contre ça et essayer de comprendre qu'est-ce qui me rendait unique. Et en l'occurrence, j'ai vu que c'était cette curiosité que j'avais envers les autres, ce besoin d'aider, une écoute active. C'est mes connaissances aussi parce que je m'intéresse à plein de choses et j'adore partager sur plein de sujets. Et voilà, j'ai vraiment essayé de me repositionner sur ça et de me dire que c'était ça mes forces et c'est ça qui me donnait confiance. Ouais, je comprends. Après, c'est un peu le mal du siècle, hein, un peu, je trouve.
si on regarde un petit peu, les gens sont beaucoup dans l'apparence, à montrer le meilleur d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ce qu'ils possèdent, là où ils partent en vacances. J'ai l'impression aussi que, comment dire, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, qui était beaucoup moins il y a plusieurs années, mais je pense que les réseaux sociaux l'ont fortement accentué. Ouais, ça c'est sûr. Et je pense qu'en fait, il y a deux choses. Il y a déjà le fait que pendant l'adolescence, on passe tous par une phase où on a besoin d'entrer dans un groupe, d'être reconnu, etc. Et souvent, ça passe par l'extérieur. Ça passe par les vêtements qu'on met, le style, etc. Donc moi, je pense qu'à ce moment-là, dans mon adolescence, j'ai trop développé ce truc-là et qu'après, ça m'a vraiment fait j'étais complètement concentrée sur mon apparence et j'ai pas réussi à m'en départir en fait en rentrant dans l'âge adulte. Mais heureusement, je me dis aujourd'hui que à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, je pense que là, avec Instagram, les filtres, les stories, les jeunes qui se communiquent enfin, je dis les jeunes, je suis pas vieille non plus, mais bon, voilà, communiquent que via Snapchat, par exemple, en s'envoyant des photos. En fait, c'est vrai que c'est le visuel qui est tout le temps mis en avant. Et c'est sûr que ça aide pas du tout à développer autre chose. Après, je pense que c'est comme tout. Souvent, j'ai l'impression qu'on doit aller un peu, on doit faire un truc en extrême pour se rendre compte des choses négatives et revenir en arrière. Et j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, il y a quand même de plus en plus ça, des gens qui font des digital detox, qui se forcent à mettre des timers pour l'utilisation d'Instagram, par exemple. Donc, je pense qu'on commence à être de plus en plus conscient que ça nous fait pas du bien et qu'en fait, la vraie vie, elle est pas là, quoi. Ah, c'est sûr, hein, je crois même qu'en plus, je sais plus quel fondateur qui interdisait qui interdisait en fait les réseaux sociaux à ses enfants. En fait, c'est lui qui les a créés, mais parce qu'il Ouais, savait ça, que c'était j'avais pas bon, quoi. entendu ça. Mm. Il savait que ça serait pas bon pour le développement intellectuel. C'est pas toujours très bon, hein, parce que du coup, on évite apnée en fait. On est un peu en hypnose en fait, sans nous en rendre compte. Complètement. Et bah, du coup, ouais, tu me parlais un peu du regard des autres. Donc le regard des autres, c'est quelque chose que tu as eu du mal finalement à t'affranchir, puisque c'est un peu ce que tu me dis là. Oui, bah en fait, dans le cadre de la dermatillomanie, on fait des crises, où on va faire des crises de grattage, de triturage, donc que ce soit sur le visage ou sur le corps. Et c'est vrai que ça impacte forcément l'image qu'on a de soi, mais aussi celle qu'on renvoie aux autres. Et c'est vrai que la peau, c'est hyper symbolique dans ce sens parce que c'est vraiment notre interface avec l'autre, mais aussi une barrière avec l'autre. Ça dépend comment on la perçoit, mais c'est un peu notre carte d'identité. Enfin, c'est le premier truc qu'on donne à voir aux autres, quoi, notre peau. Et il y a plein de choses qui peuvent se lire dessus. Et moi, ma dermatillomanie ne concernait que le visage, donc c'est d'autant plus dur parce que bah, on est obligé de le montrer aux autres, quoi. Donc moi, quand j'avais le visage qui était tout rouge avec plein de croûtes, de marques, de taches, etc., à cause des grattages que j'avais fait, ça m'est arrivé plein de fois d'annuler des sorties, de rester cloîtrée chez moi en attendant que ça passe parce que je pouvais pas accepter qu'on me voit comme ça. Et j'ai toujours été très perfectionniste et ce trouble d'ailleurs touche beaucoup les perfectionnistes. Mais c'est vrai que le rapport au regard des autres et à ma propre image, il a été très très compliqué et ça a été plusieurs phases à passer en thérapie où bah, j'ai dû par exemple accepter de sortir sans maquillage. Donc petit à petit, parfois, voilà, quand ma peau allait bien, puis un peu moins bien, et essayer d'observer bah, ce que les gens s'en disent. J'ai remarqué petit à petit qu'en fait, la majorité des gens s'en fichent. Mais voilà, ça a été un travail aussi parce que pour moi, c'était pas évident et j'étais persuadée que les gens allaient me fixer, ne pas vouloir me parler ou autre, alors qu'en fait, c'était tout ça, c'était des fausses croyances dans ma tête. Et après, à terme, ça a été, voilà, accepter de passer moins de temps devant le miroir parce que ce trouble chez moi, il se passait devant le miroir. Donc, je passais des heures, parfois, voilà, ça pouvait aller jusqu'à 4-5 heures à aller traquer toutes ces irrégularités de peau et voilà, ça a été un vrai travail de me départir, en fait, de mon image, d'accepter de ne plus me regarder, de vraiment voir la beauté ailleurs et passer du temps à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de moi-même. Et c'est vraiment un trouble qui est obsessionnel. Ah ouais, en fait, je comprends. En fait, alors j'ai pas eu la même expérience similaire que toi, mais à une période de ma vie, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle un psoriasis rosé de Guibert, suite un peu à un choc psychologique. Parce que du coup, c'était pas du tout, enfin, voilà, ça a apparu comme ça du jour au lendemain. Et en fait, j'ai dû me traiter pendant
3 mois presque, si c'est pas 4. Mais tu vois, en fait, j'avais des plaques en fait, mais de partout sur des extrémités, surtout quoi. C'était déjà une épreuve quoi, tu vois, parce que du coup du jour au lendemain, moi bon voilà, pareil, je me suis dit mince, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que les gens vont penser, ils vont croire que je suis malade, et du coup ouais, j'ai eu toute une dimension psychologique, alors déjà pour me dire qu'est-ce que j'ai, et puis en plus pour affronter le regard des autres par rapport à ça, quoi. Bah, c'est vraiment la peau, c'est historique. Enfin, à l'époque, la lèpre, par exemple, c'est quand même une source de rejet parce que les gens qui avaient la lèpre, bah, ils étaient souvent mis dans un coin, etc. Donc, il y a quand même tout un truc qui est resté autour de ça. Et c'est vrai que quand on a des soucis de peau, c'est souvent très, très difficile à vivre, quel qu'il soit. Enfin, que ce soit de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma, c'est hyper dur à vivre. Bah, tu sais, même tout simplement la varicelle, hein. Quand tu vois quelqu'un qui a la varicelle, tu pars à 4 mètres, hein. Bah ouais, c'est ça. Ça arrive chaud. C'est, ouais. Ouais. Ok, ok. Voilà, la peau. Et ses sensibilités, on va dire. Mm. Alors, on a parlé un peu du regard des autres. On va parler un peu des choses un petit peu positives, hein. Du coup, dans ces épreuves-là, euh, comment tu as fait pour, au quotidien, conserver du positivisme, t'accrocher, aller de l'avant et finalement te motiver à te dire que bah voilà, ça allait s'arranger, quoi. Bah, ça n'a pas été facile parce que déjà pendant des années je ne savais pas que c'était un trouble. Donc moi je vivais ça chez moi dans cette solitude, mais j'étais persuadée que j'avais juste une mauvaise habitude, que j'arrivais pas à me réfréner de toucher à ma peau. Mais voilà, je savais pas que c'était un trouble alors que ça a vraiment été classifié comme ça fait partie des TOC. Mais ça j'ai découvert très longtemps après et ça m'a énormément aidé déjà de mettre des mots dessus parce que je me suis rendu compte que j'étais pas seule et que si c'était un vrai trouble, ça veut dire qu'il y avait aussi des solutions. Mais c'est vrai que pendant toutes ces années, bah, le seul truc qui me motivait, c'était de me faire un peu des challenges en me disant, OK, bon, bah, à partir de demain, tu te reprends en main, ça va aller, etc. Sauf qu'en fait, bah, à chaque fois, c'était une énorme déception parce que forcément, bah, la volonté, elle n'est pas impliquée dans les troubles, hein. On a tous envie de s'en sortir et d'arrêter du jour au lendemain, mais souvent, c'est plus compliqué que ça. Et donc, juste le fait de me dire, demain, j'arrête, ça suffisait pas. Donc, à chaque fois, je recommençais, je replongeais, et ça a été quand même, assez dur et quand ma peau allait mieux, bah tout allait mieux. Mais en fait, je savais pas vraiment expliquer pourquoi ni comment. Souvent, c'était une conjonction de facteurs et après, bah tout revenait et pareil, je savais pas l'expliquer et c'était voilà, il fallait juste que j'attende que ça se remette et c'était un cercle vicieux qui recommençait. Et donc à partir du moment où j'ai mis des mots dessus, j'ai aussi accepté de me faire aider. Et c'est là où c'est un peu un espoir qui s'est ouvert parce que je me suis dit, ben, il y a quelqu'un qui va m'écouter, qui va me comprendre et qui va être capable de me donner des solutions. Et j'avais des exercices à faire, voilà, au moins je savais par quoi commencer. Et ça a été énorme dans mon processus de guérison. Ouais. Tu avais des exercices sur la motivation, par exemple? Alors j'ai fait plusieurs types de thérapies. La toute première que j'ai fait, c'était avec un psychiatre et il m'a, par exemple, initiée à la pleine conscience. Alors qu'avant, je savais pas du tout ce que c'était, j'avais jamais entendu ce mot. Et c'est vrai que ça m'a aidé en fait, on a fait des scans corporels en séance. Donc, tu sais, ces moments où tu te concentres de tes pieds à ton crâne sur toutes les zones de ton corps et tu respires un peu dans ces zones pour les sentir. Et c'était la première fois que j'avais un peu une petite astuce comme ça que je pouvais mobiliser n'importe quand, juste avec ma conscience et ma respiration, de pouvoir essayer de me poser, de me canaliser. Enfin, déjà, voilà, cet exercice-là, ça a été une belle découverte et je continue de l'utiliser aujourd'hui pour me calmer quand j'en ai besoin. Et après, j'ai fait une thérapie TCC. Donc, c'est les thérapies cognitivo-comportementales qui sont beaucoup indiquées pour tout ce qui est TOC, addiction, etc. Parce qu'on va vraiment travailler sur les pensées, les habitudes et les comportements qui sont à l'œuvre et les émotions qui sont à l'œuvre dans un trouble. Et ça, voilà, j'ai vu plein d'exercices avec cette thérapeute-là, plus comportementaux, vraiment travailler sur des habitudes, en mettre en place des nouvelles, m'observer, faire des tableaux de suivi de mes émotions, de mes pensées. Et ça a été un vrai
une vraie démarche de connaissance de moi et de mon trouble. Ce que j'allais dire, du coup, t'as fait vraiment une introspection sur la gestion de tes émotions et comment les appréhender et les accepter et ensuite avoir un outil qui t'aide à mieux les accepter puis à les solutionner, quoi. En tout cas, à vivre avec. Ouais, exactement, et c'est vrai que je trouve que ça peut paraître hyper flou quand on n'a jamais fait ce genre de travail, de parler d'émotions. On se dit ah c'est un peu un truc bateau, voilà, tout le monde parle de ça, mais finalement il y a rien de plus simple, mais il y a aussi rien de plus efficace, d'essayer juste de comprendre ce qui se passe en nous, d'observer. Enfin par exemple moi je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'émotions que je m'empêchais complètement de ressentir, et finalement bah tout ça venait se cristalliser dans des tensions qui après sortaient pendant mes crises de dramatomanie. Enfin, comme n'importe quel trouble, en fait, c'est un exutoire. Et en fait, tant que je m'autorisais pas à vivre des trucs pleinement, donc à pleurer, à crier, à dire quand j'étais énervée, en colère ou quoi, bah en fait, c'était pas vivable, quoi, parce que ces émotions, elles ont une utilité. Enfin, elles ont besoin de sortir. Mais j'avais besoin déjà de les reconnaître, de m'autoriser à les ressentir, de savoir comment les faire sortir, comment les analyser. Enfin voilà, c'était hyper important. Ouais, t'as raison. Tu sais, j'ai eu une expérience l'année dernière où je suis allé dans la classe de mon fils, qui était du coup au CM1, et j'étais allé 3 fois bénévolement dans sa classe pour intervenir sur la gestion des émotions, qu'est-ce que sont les émotions, et je me suis rendu compte qu'en fait il y a beaucoup d'émotions qui ne sont pas forcément identifiées par les enfants. De manière naturelle, ils identifiaient déjà que les émotions négatives très vite. Et du coup, ça m'a un peu interpellé parce que des émotions, on en a plein, on peut en vivre plein, et différentes, mais finalement, ils les connaissaient pas toutes. Donc, c'est difficile de pouvoir traiter une émotion qu'on n'arrive pas déjà à identifier et après établir, l'accepter, savoir à quoi elle correspond et qu'est-ce que je peux faire pour accepter et la gérer, quoi. Bah, en thérapie, ma psy m'avait montré ce qui s'appelle une roue des émotions. Donc, ça peut se trouver sur Internet. Et en fait, c'est vraiment un listing un peu de toutes les émotions qui existent. Et ce qu'on faisait, nous, de manière très concrète, c'est qu'on essayait de voir quelles sensations dans le corps sont associées à quelles émotions. Donc, par exemple, la gorge qui se serre, la sensation un peu de feu qui vient dans la nuque, le mal de ventre, etc. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, enfin, parfois, on est tellement déconnecté de son corps, et c'était mon cas, que en fait, tout ça se passe, mais on n'en a même pas conscience. Et c'est assez incroyable. Donc, je trouve aussi que ce chemin de thérapie, il est super intéressant parce qu'il nous reconnecte à plein de nouvelles sensations, et on arrive à réagir de manière plus adaptée. Parce que si avant, je laissais ça sous cloche et en fait, j'en prenais pas conscience, bah aujourd'hui, je vais être capable de verbaliser à quelqu'un, ok, bah ce truc-là, ça m'a blessé. Enfin, voilà, d'enclencher des actions, quoi. Ouais, donc très clairement. Je donne rarement des conseils sur le podcast, mais là, j'ai vraiment envie d'en donner un. C'est des parents d'enfants qui nous écoutent. Très rapidement, acheter un petit livre sur les émotions, leur expliquer quelles sont ces émotions, parce que c'est vraiment important qu'ils soient en capacité de les identifier, mettre des mots dessus pour ensuite mieux les exprimer aussi à l'écrit comme à l'oral. Mais c'est vraiment important, quoi. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Alain Bentolila, je sais pas si tu connais, qui a fait pas mal d'études en fait sur la relation entre les mots et les mots. Et il s'est rendu compte que très souvent, à partir du moment où on a un vocabulaire suffisamment comment on dit, on a un vocabulaire suffisamment large de mots pour s'exprimer, du coup, on arrive beaucoup plus facilement du coup à exprimer ces mots et à les résoudre. Et à contrario, si on n'a pas suffisamment de mots pour exprimer ces mots, très souvent ça passe par le corps et très souvent ça peut passer par exemple la colère, va passer par la violence par exemple. Super intéressant. Bah, je veux bien que tu mettes les références dans les notes du podcast, que j'irai voir ça avec plaisir. Voilà, j'avais fait ça dans le cadre d'un DU en lien avec l'adolescence difficile. Du coup, j'avais eu cet intervenant qui était vraiment... en tout cas, ça m'avait interpellé, tu vois. L'étude qu'il avait pu faire m'avait interpellé. Super intéressant. Ok. Bon, on a parlé des émotions. Alors, du coup, on va parler un peu de concentration. Tu fais quand même un travail d'écriture, de communication. Est-ce que tu as des astuces pour arriver à être performante dans ta concentration? Je pense que je suis la moins bonne personne pour répondre à cette question parce que j'ai vraiment une concentration nulle. Et d'ailleurs, en ce moment, je réfléchis beaucoup à ça parce que j'ai l'impression que ça s'est vraiment aggravé ces dernières années. Je pense à cause des réseaux sociaux, du téléphone. Enfin voilà, je
suis pas la seule à dire et à penser ça, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir une addiction à mon téléphone et d'être en train d'aller checker. Enfin, j'ai vraiment l'impression que je passe pas plus de 10 minutes en continu sans aller regarder mon téléphone et c'est un vrai problème. Donc en ce moment, j'essaye de travailler sur ça, mais je remarque quand même que il y a certaines tâches qui me mettent quand même dans cet état de flow où j'arrive à ne pas regarder mon téléphone et à passer 2 heures par exemple en continu sans le faire. C'est par exemple quand j'ai écrit mon livre, quand je crée tu vois des visuels pour Instagram ou enfin voilà, il y a vraiment certaines activités pour lesquelles je suis très bien, mais le reste en fait je pense que c'est aussi lié à je sais pas, je procrastine en fait ce que quand j'ai pas envie de faire quelque chose et le téléphone c'est un peu le truc tout trouvé pour aller fuir un peu une émotion justement désagréable quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mais du coup non, en termes de concentration, je suis vraiment pas la meilleure personne. Après, voilà, je pense que le meilleur conseil ce serait juste que je mette mon téléphone loin de moi. Ce serait le meilleur truc pour ma concentration. Ah, t'avais une petite astuce, tu mets pas par exemple le mode avion ou des trucs comme ça, que tu coupes les notifications. Enfin bon, en tout cas ça c'est pour le téléphone, mais après pour optimiser Bah ça ça. c'est le truc qu'il faudrait que je fasse, c'est ce qu'on lit partout, mais je le fais pas. Mais oui, je sais qu'il faudrait que je fasse ça. Même, tu vois, mon ordinateur, il y a toujours 50 onglets d'ouvert. Enfin, je sais très bien que pour être bien concentré, il faudrait que j'ai juste une page et tout ça. Mais non, j'avoue que pour l'instant, j'arrive pas à faire ça. Après, un jour peut-être, hein. Souvent en psychologie de la performance, en tout cas quand on est sur en plus la dominante des athlètes, mais sur voilà l'objectif c'est d'être concentré sur une performance. Et après ça se décline à tout. Hein. Ce qu'on peut faire en préparation mentale, c'est qu'on invite l'athlète à décliner 2 colonnes. Une colonne où en fait il va lister tous les éléments qui sont sous son contrôle et qui sont de sa responsabilité et là où il va pouvoir optimiser pour aller vers la performance. Et une deuxième colonne où il va lister en fait tous les éléments sur lesquels en fait il a aucune prise et sur lesquels en fait il pourrait finalement à un moment donné être perturbé ou là par exemple si on prend l'exemple tu dois écrire quelque chose, faire de la création de contenu. Mais là, du coup, ton téléphone devient finalement le perturbateur et l'élément qui va peut-être amener finalement à pas optimiser, on va dire, ta performance de création. Très souvent, en fait, quand on fait ce petit exercice, on prend conscience des éléments qui sont hyper importants pour notre performance et pour arriver à l'objectif. Et on prend conscience aussi des éléments qui peuvent venir nous perturber. Et du coup, quand ces éléments arrivent, le fait de les avoir identifiés, ça nous permet de les switcher et de rester concentré sur les tâches qu'on a à faire. Ça permet enfin, en tout cas, d'avoir un bon moyen de rester concentré et d'être focus sur la tâche. Ouais, bah écoute, en plus j'avais fait cet exercice en thérapie justement pour apprendre le lâcher prise sur le fait de se détacher de ce sur quoi on n'a pas de prise justement. Mais c'est vrai que pourquoi pas pour le travail. Là déjà, ce que j'ai essayé de faire, c'est que je fais aussi 2 colonnes dans mes to-do. Je mets une colonne pro et une colonne perso parce que je me suis rendu compte aussi que ces derniers temps, en fait, j'ai été facilement happée vers des tâches perso pour fuir des tâches pro que j'avais pas forcément envie de faire. Et en fait, je me retrouve à la fin de la journée à avoir fait quasiment que des tâches perso. Alors que bon, il y a un moment, faut quand même aussi travailler. Donc maintenant, ça m'aide de visualiser. Voilà, j'ai cette colonne pro, j'ai cette colonne perso, et j'essaie à la fin de la journée d'avoir au moins fait moitié pro, moitié perso, et éventuellement plus de pro que de perso. Bon, en tout cas, si ça peut aider les gens qui écoutent, bah, écoutez, essayez et puis vous me direz, vous pouvez mettre des commentaires sur des interactions, vous contacter pour nous dire si ça a fonctionné pour vous. On aborde la dernière thématique, la détermination, et cette question que j'aime poser dans le podcast, où souvent on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. On n'est pas tous d'accord sur il ne faut rien lâcher. Toi, tu en penses quoi? Bah, c'est vrai qu'avec mon passé de extrême perfectionniste et surtout dans l'hyper-contrôle, je trouve que cette notion de ne rien lâcher, elle peut être un peu anxiogène et elle peut un peu conduire à se dire bah voilà, faut aller être vent debout pour tout. Enfin, au contraire, je suis un peu plus partisane de la souplesse. Je pense que en fait, ça revient à la base, tu vois, de Simon Sinek avec son Start with Why. En fait, c'est juste rester tout le temps accroché à pourquoi on fait les choses. Et je pense qu'en fait, si on connaît ça et qu'on l'ancre en nous, la force et la détermination, elles suivent. Enfin, moi, tu vois, c'est ce que je me dis tout le temps. Je, je sais pourquoi, par exemple, pour le lancement de mon podcast, bah, en fait, il y a plein de moments où j'écoute d'autres podcasts et je me dis, ah, mais en fait, moi, je vais être nulle, ce sera jamais aussi bien, etc.
Et après, je me dis, non, mais attends, pourquoi tu veux faire ce podcast? Et là, je me rappelle un peu tous mes trucs, je me rappelle l'envie un peu qui me vient quand j'y pense, quand je pense à faire des interviews, etc. Et ça me permet de rattraper les moments un peu plus down. Donc, je pense que c'est vraiment ça la clé, tout en restant souple, en fait, avec soi-même, parce que, en fait, il y a un moment où j'ai vraiment pas envie de faire quelque chose, je me dis, c'est pas grave, en fait, c'est la vie. Parfois, il y a les hormones, les émotions, les événements de la vie qui font que, voilà. Et je m'y mettrai demain ou la semaine prochaine ou autre. Mais c'est vrai que j'ai tout le temps dans ma vie été dans un truc très carré, à vouloir tout optimiser, tout machin. Et aujourd'hui, j'essaie d'être un peu plus souple, quoi, parce que je pense qu'en fait, il y a quand même des événements qu'il faut prendre en compte parfois. Ok. Écoute, Camille, on arrive à la fin de cet épisode. C'est passé très rapidement. Je me suis régalé à t'écouter et à échanger avec toi. Pareil, toujours une petite tradition, tu sais que j'aime bien donner la parole à nos invités et à pas censurer. Il n'y a pas de temps sur mon podcast. Tant que les invités ont envie de parler, ils parlent. Et le mot de la fin, il est pour toi. Si tu as envie en tout cas je sais pas, de faire la promotion d'une association, de parler de ton livre, si tu as envie en tout cas de parler de quelque chose qui te touche et que tu aimerais transmettre à nos invités, en tout cas qui nous écoutent. Merci de me donner cette espèce de parole et je vais parler de dermatillomanie parce que c'est vraiment un combat c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est un combat parce que en fait il y a vraiment énormément de personnes qui souffrent de ce trouble sans le savoir, qui pensent qu'ils ont juste des problèmes de peau ou qu'ils ont une mauvaise habitude ou voilà. Et c'est vrai que même autour de nous, en fait, je pense que parmi les personnes qui écoutent, il y a forcément une personne autour d'eux qui est concernée par ça, que ce soit sur le visage ou sur le corps d'ailleurs, sur les bras, les épaules, le dos, les jambes. Enfin voilà, c'est un truc qui peut toucher toutes les zones du corps. Et j'inviterais vraiment déjà les personnes qui sont arrivées au bout de ce podcast savent ce que c'est et voilà, je suis contente d'avoir rempli cette mission et merci de m'avoir donné cette mission. Mais voilà, être plus vigilant peut-être face à des personnes autour de nous qui ont pas l'air bien, qui se replient un peu sur elles-mêmes, qui annulent parfois des rendez-vous ou autres en dernière minute et on comprend pas trop pourquoi, qui ont des soucis de peau, qui veulent pas aller à la piscine parce qu'ils peuvent pas se démaquiller ou qu'ils peuvent pas montrer leur corps ou autre. En fait, tout ça peut cacher quelque chose. Et je pense que c'est hyper important de comprendre que la dermatillomanie, c'est un trouble anxieux. Et déjà, le savoir, peut-être que ça peut engager des discussions avec certaines personnes, que ça peut aider. Donc, voilà, ce serait vraiment mon mot de la fin, c'est que la dermatillomanie est un trouble et s'en sortir, c'est pas grave. Enfin, en être atteint, c'est pas grave et s'en sortir, c'est possible. Si on veut retrouver ton livre, te contacter, on passe comment? T'as un site internet, LinkedIn, comment ça se passe? Oui, on peut me contacter sur LinkedIn Camille Montaz ou sur Instagram Possible. Donc comme c'est possible, mais PEAU. Et sinon, mon livre, il est disponible uniquement sur mon site internet, donc c'est possible.fr. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à venir me parler, je réponds à tous les messages, donc ce serait un plaisir d'échanger si vous en avez envie. Bon, super. Le mot de la fin, il va s'appeler comment ton podcast? Comme ça, on va pouvoir déjà communiquer un peu dessus. C'est une surprise justement. Je vais préparer tout un petit teasing, je pense, sur LinkedIn. Mais j'hésitais à donner le nom, mais je pense que je vais quand même le garder secret. Mais tu sauras ça. On va suivre ton actualité pour découvrir le nom de ton podcast qu'on ira écouter avec grand plaisir. En tout cas, merci Camille. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Et écoute, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Sébastien pour ton écoute et cet échange. Et oui, à très bientôt. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.